Bonsoir et merci de suivre le 20h de True TV. Aujourd'hui, 3 janvier, commémoration du 58e anniversaire du soulèvement populaire, un événement que l'unité d'action syndicale a choisi de se remémorer à travers un panel portant sur la contribution du mouvement syndical à l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Que retenir du soulèvement populaire du 3 janvier 1966? Tout a commencé seulement 6 ans après l'indépendance du Burkina. Maurice Yamiogo venait d'être élu à la tête de la Haute-Volta. À l'appel des syndicats, la nation entière a décidé de faire bloc contre sa politique d'austérité. Le rappel historique des événements de la chute du premier président de l'actuel Burkina Faso dans un instant. Les Ouagavillois ont entamé la nouvelle année avec le sourire, une bonne dose d'humour partagée par des humoristes comme Moussa Petit Sergent et Papitou lors de la 14e édition du festival Ouistiti-d'Or, une édition sous le sceau du rire et de la résilience. Il y a 58 ans, un soulèvement populaire renversait le régime du président Maurice Yamiogo, une date que l'on commémore chaque année au Burkina. Cette année, l'unité d'action syndicale veut jouer la carte de la similitude avec le contexte national et attirer l'attention sur les acquis des luttes syndicales. Au cours d'un panel, les syndicats ont réfléchi sur les défis actuels de leur lutte dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et humanitaire. Tous les détails avec Alexis Wenkouni Belmnaba. Au grand tournant de l'histoire de la vie de la nation, quand les libertés sont menacées, l'unité d'action syndicale a toujours contribué à la résolution. C'est l'avis de Dominique Yamiogo, invité à ce grand panel pour développer le sous-thème « Les luttes syndicales pour l'ancrage de la démocratie, exemple et acquis ». Pour qu'il y ait davantage de liberté, il faudrait travailler pour le développement et le progrès social, ajoute l'ancien secrétaire général de l'Union régionale, CGTB Centre. Cette conférence se tient en marge de la commémoration du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Les préoccupations du pouvoir de l'époque, qui voulait instaurer un parti unique et engager les syndicats, incorporer les syndicats, les caporaliser, la réaction a été immédiate. Donc le mouvement syndical ne s'est pas laissé caporaliser et a travaillé à ce que le mouvement populaire du 3 janvier advienne et qu'il se réalise. Déjà, c'était la question des libertés et du pouvoir d'achat était une question qui était posée. C'est ça qui a conduit à la grande grève historique des 17 et 18 décembre 1975 où le pays était entièrement paralysé. L'autre sous-thème développé, les défis actuels des luttes syndicales dans un contexte de lutte contre les groupes armés terroristes. Développé par Norbert Wangré, il fait noter la remise en cause des libertés syndicales avec une politique de 2 poids 2 mesures. La préoccupation liée au manque de gestion transparente des ressources n'a pas été occultée, de même que des atteintes à l'indépendance de la justice. Des préoccupations relatives aux atteintes aux libertés, au droit à l'information, à la liberté de manifestation et de réunion sur la voie publique, des préoccupations liées au code du travail, liées aux engagements que le gouvernement a pris avec le FMI dans le cadre d'un accord qu'ils ont eu avec le FMI. Et enfin, relativement à la justice, avec la révision constitutionnelle qui vient de s'opérer, et qui, de notre point de vue, sonne le glas de l'état de droit dans notre pays. En marge de cette commémoration, 3 salles ont été baptisées. L'une porte le nom « Salle du 3 janvier 1966 » en souvenir des événements de la dite date. L'autre, la salle des 17 et 18 décembre 1975. Et enfin, la salle du 15 septembre 2015 en souvenir du succès de grève qui a contré le coup d'État.
Soulèvement populaire du 3 janvier 1966, tout a commencé seulement 6 ans après l'indépendance du Burkina. Maurice Yameugou venait d'être réélu à la tête du pays avec 99,97% des voix. L'ancien président avait pris des mesures pour rationaliser les dépenses afin de faire face à la situation difficile d'alors. Entre autres décisions, il y a le rabattement des salaires de 20% et le blocage des avancements des fonctionnaires. Pendant ce temps, il se retrouve au Brésil pour une lune de miel avec sa deuxième femme aux frais de l'État. C'est alors que la nation entière a décidé de faire bloc contre sa politique d'austérité. Ce jour-là, plus de 50 000 manifestants ont déferlé dans les rues de Ouagadougou. Une première révolte populaire qui a provoqué la chute du régime Yameugou. Rappel historique avec Bernard Bourma. À l'origine de l'art post-colonial, il faut juste retenir les mesures d'austérité prises par le président Maurice Yameugou. Il s'agissait d'une batterie de mesures qui visent à rationaliser les dépenses pour pouvoir faire face à la situation difficile d'alors. Des mesures dont la réduction des allocations familiales de plus de 50%, le rabattement des salaires de 20%, le blocage des avancements des fonctionnaires de 2 ans. En outre, le président Maurice Yameugou avait interdit les réunions syndicales et le droit de grève. Sont également visés la suppression des subventions aux écoles privées. Tous ces événements sont arrivés au moment où le président Maurice Yameugou venait de remporter l'élection présidentielle de 1965 avec 99,97% des voix. Mais les choses ont été débordées quand celui-là même qui a pris ces mesures s'est permis une lune de miel au Brésil à coups de millions sur le dos de l'État voltaïque en son temps après son deuxième mariage. En outre, Maurice Yameugou avait sur son dos la chefferie traditionnelle dont il bafouait l'autorité. Il avait également institué des élections pour le choix des chefs traditionnels. Les relations entre Maurice Yameugou et l'église catholique n'étaient plus également au beau fixe à l'issue de son deuxième mariage, car pour un ancien séminariste se réclamant catholique, la pilule était très difficile à avaler. Donc une marche pour protester contre ces mesures et réclamer plus de liberté syndicale va déchaîner en un soulèvement populaire. L'armée au pouvoir ont scandé les manifestants, dont l'homme politique, le professeur Joseph Kizerbo. Maurice Yameugou abandonne son pouvoir au profit du colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, son chef d'état-major d'alors. La Haute-Volta, devenue Burkina Faso, venait d'offrir à l'Afrique son premier soulèvement de l'histoire, dont le remake a été l'insurrection populaire d'octobre 2014, pilotée cette fois-ci par les partis politiques et les organisations de la société civile. Les syndicats ayant observé les choses à distance, même si les différents militants des syndicats ont mis les pieds dans les plats. Les centrales syndicales, pour ne pas dire les organisations syndicales, n'ayant pas officiellement appelé leurs militants à prendre part à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Qu'est-ce que les Burkinabés retiennent de l'année 2023? Nous avons promené caméra et micro dans les rues de la capitale burkinabé ce 3 janvier pour recueillir des réactions. Si pour certains, l'année 2023 a été marquée par l'intensification de la lutte contre les groupes armés terroristes, d'autres restent optimistes pour cette nouvelle année. Ils ont foi que les autorités actuelles viendront à bout de l'e-terroriste. Écoutons quelques réactions au micro de Amadou Bouema. Moi, ce qui m'a marqué dans l'année 2023, avec l'arrivée du nouveau gouvernement de IB, j'ai constaté qu'il y a eu une grande amélioration du côté de la sécurité, de la situation nationale. Voilà, on constate qu'on repousse de plus en plus des terroristes. Et aussi, une deuxième chose, c'est la cherté, voilà, des produits. Sur le plan sécuritaire, on sentait que depuis 2015 jusqu'au 30 septembre 2022, on sentait que la riposte du Burkina Faso face à la montée de l'e-terrorisme était un peu faible. Mais avec l'avènement du capitaine au pouvoir, voilà, on sent qu'il y a cette puissance militaire qui est montée avec tous les recrutements qui ont été faits, l'achat d'armes, changement de partenaires, voilà, qui ont consolidé notre armée et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes fiers, voilà, de l'armée burkinabé. 2023, je le vois, il a été un peu dur avec tout le monde. Problème d'insécurité, tout. Bon, avec la vie aussi, c'est devenu un peu dur partout. Mais comme ici même, la vache là, c'était propre, mais
2023, on a senti que tout est diminué. Tout est diminué. Les gens l'avaient tous les jours, mais maintenant c'est chaque semaine. Donc ça ne sort plus bien comme ça. C'est le problème d'insécurité qui a mené tout ça. Bon, que Dieu est notre président, il va gérer tout pour nous. 2023 a été une année vraiment difficile. On a été victime de plusieurs maladies, comme la dengue qui a fait trop de ravages dans le pays. Moi-même, j'ai été victime de la dengue. Bon, et il y a la situation sécuritaire. Malgré les efforts des FDS et tout, on voit toujours qu'il y a nos parents qui meurent. En 2023, moi, je ne souhaite plus le revoir encore. Il y a eu trop de maladies, il n'y a pas marché, on ne sait pas, et puis il y a beaucoup de déplacés. Parce que le terrorisme qui a provoqué tout ça. Ceux qui étaient à l'extérieur venus nous payer les marchandises, ils ne viennent plus. C'est entre nous maintenant. Entre nous, il n'y a rien. Il y a vraiment 2023, ça peut être facile. À présent, nous faisons une immersion dans le service de radiothérapie au sein du centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Cet établissement sanitaire d'une capacité de prise en charge de 1500 patients par an permet de traiter plusieurs cas de cancer, notamment les cancers de l'utérus, de la prostate, du poumon, du rectum et de l'estomac. L'infrastructure a été réalisée par l'État burkinabé avec l'appui de l'émir du Qatar. Découvrons le processus de prise en charge des cas de cancer dans ce reportage que nous propose Mamidriana Kamabou. Service de radiothérapie du CHU de Bogodogo. Dans l'enceinte de ce joyau réalisé par l'État burkinabé avec l'appui du Fonds qatari pour le développement sont traités plusieurs cas de cancer, notamment les cancers de l'utérus, de la prostate, du sein, du poumon et du rectum. Comme son nom l'indique, la radiothérapie est une méthode de traitement colo-régional des cancers. Le but de cette radiothérapie-là, c'est de détruire les cellules cancéreuses par les rayonnements ionisants, tout en protégeant au maximum les tissus sains qui sont autour. C'est ici que commence le processus de prise en charge. Les secrétaires médicales sont chargés de l'accueil des patients. Ici, les patients se présentent avec leurs résultats d'analyse. On les enregistre d'abord. Ensuite, on les programme pour les consultations avec les médecins. Ensuite, on les programme après pour faire le scanner de stimulation. Dans ce service de radiothérapie, environ une trentaine de patients sont pris en charge par jour. Ils sont reçus par un médecin spécialiste pour une consultation approfondie. Le médecin procède par un échange approfondi et détaillé sur l'histoire de la maladie et sur les antécédents personnels du patient, nous confie Dr Zavessia, médecin oncologue radiothérapie au CHU de Bogodogo. Celui-ci va importer les images et déliner l'ensemble de la tumeur. Il contourne également les organes sains autour de la tumeur parce que le but de la radiothérapie, c'est de délivrer une forte dose de rayons à la tumeur tout en épargnant les organes sains avoisinants. Le service de radiothérapie est équipé d'un plateau répondant aux normes internationales. Il est doté d'équipements à la pointe de la technologie, ce qui en fait un établissement de soins et de formation de premier choix et une structure médicale de référence, tant sur le plan national que régional. Mais comment, de façon concrète, se fait le traitement par radiothérapie d'un patient atteint de cancer? On fait une mise en place du patient sur la table de traitement. Le manipulateur le replace selon la position qu'il avait eue au scanner et on lui délivre une première dose de la dose totale. C'est la première séance. Ensuite, suivra une deuxième séance, une troisième séance, jusqu'à atteindre le nombre total de séances prévues. Au service de radiothérapie du CHU de Bogodogo, plusieurs spécialistes y sont pour donner des soins de qualité aux patients. Landry Zongrana, physicien médical, joue un rôle important dans le traitement de cancer. Il définit
les modalités précises du traitement. Je prends par exemple ici le cœur. On dit que selon les règlements, la dose moyenne ne doit pas excéder 5 grammes. Donc, désolé pour ça. Donc, si vous regardez ici, alors nous savons déjà que le cœur est là. Le cœur a reçu une dose inférieure à 5 grammes. Donc, c'est 4,6. Donc, c'est acceptable pour un traitement clinique. Inauguré en avril 2019, le service de radiothérapie du CHU Bogodogo a fermé après seulement 8 mois de fonctionnement pour cause de dysfonctionnement. Grâce aux efforts des autorités, le centre a rouvert ses portes en mars 2023. Et pour rendre accessibles ces prestations, le gouvernement a adopté un décret en avril dernier qui fixe les conditions de facturation. Vous avez les personnes étrangères, des étrangers et puis des personnes qui ont une assurance qui vont payer 100% de la prise en charge. Vous avez une catégorie 2 où c'est le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer chez l'enfant de moins de 15 ans et le cancer des indigents, des personnes indigentes. Et donc ces personnes-là ne payent rien. C'est l'État qui prend tout en charge par le mécanisme de la gratuité des soins. Voilà. Et puis vous avez cette troisième catégorie qui ne sont pas de la catégorie 2. Eux, ils payent 30% de la prestation et l'État prend en charge 70%. Le service de radiothérapie du centre hospitalier universitaire de Bogodogo a été réalisé par l'État burkinabé avec l'appui de l'émir du Qatar à travers le Fonds qatari pour le développement. Il a coûté 7,7 milliards de francs CFA. Le personnel travaille chaque jour dans la ligne des objectifs visés, sauver des vies et par ricochet réduire la morbidité et la mortalité liées au cancer au Burkina Faso. Nous vous l'annoncions en titre, les Ouagavillois ont entamé la nouvelle année avec le sourire grâce au festival Ouistiti d'Or. Ce 2 janvier au Sénaza, des humoristes comme Moussa Petit-Sergent, Loukman Momo le Bombardier et Papitou de la Côte d'Ivoire se sont succédés sur scène pour partager une bonne dose d'humour avec le public. La jeune féminine était à l'honneur cette année avec une participation de 50% et c'est Princesse Kirby qui a remporté le prix du meilleur humoriste émergent. L'ambiance est signée Diasiboba. Des moments de joie et de rire, c'est ce qui a été donné aux spectateurs de la 14e édition du festival Bonne année Ouistiti d'Or. Des humoristes nationaux et internationaux se sont succédés sur scène. Moussa Petit-Sergent, Saha Télécom, Césaire du Rire, Papitou l'enfant gâté, pour ne citer que ceux-là, ont tenu les spectateurs en haleine toute la soirée. Pour cette édition, l'honneur a été fait à la jeune féminine. Le promoteur du spectacle Salif Sanfo soutient qu'il est temps que la femme prenne sa place dans l'univers du rire et de la parodie burkinabé. Nous avons choisi les femmes parce que nous avons remarqué que le one-man show est très développé et il est grand temps pour nous de faire place au one-woman show. On a eu à travailler avec un certain nombre de jeunes dames qui s'essayent avec beaucoup de succès à l'humour. Et nous pensons que tout comme les hommes, les femmes ont leur place sur la scène nationale et internationale. Le jury avait suggéré 30% de quota genre comme nos textes le recommandent, mais nous avons décidé au niveau du comité d'organisation de passer à 100%. Princesse Kirby, à l'état civil, Kirby Farida Komi, incarne le rôle d'une petite fille bavarde qui dévoile les petits secrets de ses parents à qui veut bien l'écouter. Elle a conquis la scène avec sa prestation originale. À l'unanimité, le jury lui a décerné le prix du meilleur humoriste émergent avec la note de 18,33 sur 20. Je suis très contente, très reconnaissante également. Je dis aussi merci à tous ces doyens qui me soutiennent toujours. C'est vrai que je ne suis pas la meilleure entre toutes celles qui ont compéti ce soir, mais personne n'a démérité, donc je suis juste contente. À en croire Néa Babou Dimichou, humoriste du groupe Génération 2000 et par ailleurs membre du jury Ouistiti, sur les 8 participantes, le niveau est haut et c'est la meilleure qui l'a remporté. Les critères, il y avait d'abord la diction,
l'originalité du texte, la thématique abordée et aussi la présence scénique. Les candidats ont été très très formidables. Donc il a fallu une concertation parce qu'il y a une qui est sortie carrément du lot et s'est approprié son personnage. Il n'y avait rien de tel. Voilà, parce que dans l'humour, quand tu veux partager avec le public, il faut être toi-même. Voilà. Elle a été elle-même et le public même a adoré. Donc je sais qu'on n'a pas fait un mauvais choix et celle qui est Ouistiti cette année. Les spectateurs n'ont pas manqué de suivre des scènes hilarantes sur la parenté à plaisanterie. À sa sortie, Safiata apprécie. On est venu pour suivre Ouistiti d'or et c'était vraiment parfait. On a vraiment ri de fou. C'est vrai qu'il y a certaines bandes qui étaient amoureuses, je ne comprends pas trop bien, mais elles m'expliquaient un peu et elles me laissaient savoir, mais après c'était du régal. On a vraiment aimé et à l'année prochaine, bien sûr, on serait présent. La 14e édition du festival Bonne Année a été dédiée à la jeune féminine et les spectateurs n'ont pas manqué de rire comme aux années précédentes. Pour le promoteur, cette édition est celle de la résilience. Il se dit aujourd'hui fier de pouvoir compter des stars parmi ces artistes qui étaient annoncés en levée des rideaux au Ouistiti d'or. Nous terminons avec l'actualité au Tchad. Succès Masra a été nommé Premier ministre alors qu'il dénonçait la confiscation du pouvoir par la famille Déby, contraint donc à l'exil à cause de ses prises de position. La nomination de l'ancien fonctionnaire de la BAD a surpris plus d'un, une nomination qui d'ailleurs interroge sur ce que certains qualifient de revirement. Dans sa période d'exil, l'ex-opposant était le 16 mai 2023 sur le plateau du tribunal de l'actualité de votre télévision Tree TV et évoquait le massacre du 20 octobre 2022, le jeudi noir comme l'appellent les Tchadiens. Retour sur ce qu'il défendait comme idéal pour le Tchad dans ce reportage de Geoffroy Vaha. Je viens de rendre hommage à 17 de mes militants qui ont été abattus. 1300 ont été arrêtés, 500 ont été blessés qui sont en train d'être soignés. Succès Masra, le convoqué du tribunal de l'actualité dans sa période d'exil, évoquant le massacre du 20 octobre 2022, le jeudi noir, comme l'appellent les Tchadiens. Une répression violente dans laquelle plus d'une centaine de jeunes manifestants trouvent la mort, tués par balles par les militaires. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, un peu trop vite selon certaines de ses profondeurs, qui qualifient la nomination de lundi du diplômé de Sciences Po Paris comme Premier ministre de retournement de veste. C'est en 2018 que la plupart des Tchadiens découvrent Succès Masra. Il vient de quitter la BAD, Banque africaine de développement. Je ne pouvais pas, moi, me satisfaire de travailler dans cette institution panafricaine pour apporter des solutions à l'échelle du continent, alors que dans mon propre pays, il y a des défis brûlants et urgents. Et donc il fallait faire quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que nous avons lancé les transformateurs, non pas par opposition, mais par alternative. Succès Masra s'est taillé une réputation en assumant sans langue de bois ses contradictions avec d'abord le régime Déby père. Il a choisi le chemin de se décréter lui-même sultan de son village, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des armées, président de la République, sans vice-président. Et puis vers la fin, il était devenu maréchal. Dans un pays qui est resté dernier en termes d'accès à l'électricité, en termes de compétitivité, mais qu'on a vendu au monde comme un pays solide. En réalité, le Tchad était un Tchad unijambiste qu'on a présenté au monde. Puis, celui Déby fils. Après tout, lorsqu'on a jeté une constitution, c'est bien un coup d'État. On peut l'appeler comme on le veut. Mais la réalité, elle est là. Mais ce à quoi les Tchadiens aspirent et pour lequel nous nous battons, c'est justement d'arriver à une démocratie. Et pourtant, depuis sa situation d'exil, le président du parti Les Transformateurs est resté ouvert à toute possibilité favorisant une dynamique d'inclusion. J'ai l'impression qu'on a perdu du temps parce qu'on n'a pas voulu entendre les uns et les autres les leçons à tirer. Et j'en lance aussi à travers votre micro un appel pour que tous ceux qui ont voulu à un moment donné exclure une partie des intelligences tchadiennes, c'est ensemble en mettant toutes ces intelligences que nous allons y arriver. Et pour nous autres, nous sommes prêts pour demain matin, si nécessaire, parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Les lignes vont d'ailleurs bouger. Succès Masra rentrera de son exil le 3 novembre grâce à la médiation de la RDC, l'accord de Kinshasa du 31 octobre 2023.
Concernant le jeudi noir, une amnistie générale sera prononcée pour tous les Tchadiens, civils et militaires impliqués dans les événements. Et depuis son retour, l'homme prônera la réconciliation et l'apaisement. Il appellera d'ailleurs à voter oui au référendum du 17 décembre, contrairement à la plupart des partis d'opposition qui ont préféré le boycott. La nomination comme Premier ministre est un nouveau cap pour l'économiste. Reste à observer ce que donnera le nouvel attelage Masra Debifis. Et ce journal s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.